Histoire de Chine est un podcast de la Société d'histoire des Français de Chine. Il est animé par Michel Chapdelaine. Bonne écoute! Chers auditeurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Johan Cœur de Roy, scénariste de la bande dessinée La montagne du Tao, réalisée en collaboration avec le dessinateur Lorenzo Chiavini. Cette œuvre, parue à la rentrée 2024, nous transporte dans le Shanghai de 1937, où une jeune Française, Fanny Cœur de Roy, plonge dans l'univers fascinant du taoïsme grâce à sa rencontre avec Wang Taiming, un négociant en herbes médicinales. Johan, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Michel. Johan, avant de parler de votre bande dessinée, rappelons brièvement votre parcours. Vous avez enseigné le français en Pologne et en Chine, où vous avez vécu près de 15 ans, notamment à Shanghai. Vous y avez dirigé l'Arbre du Voyageur, la librairie française de Shanghai. Vous avez été aussi commissaire et scénographe d'une exposition sur l'art de la bande dessinée, Growing Shanghai. Je rappelle aussi à nos auditeurs que vous aviez donné une conférence fort intéressante pour la Société d'Histoire sur l'histoire de la bande dessinée chinoise. En 2023, vous avez publié un livre jeunesse à Shanghai, Tout change toujours, adapté cet automne dans un spectacle avec une chorégraphie de Liu Xiaoxi et une musique d'Alex Wyz. Vous enseignez par ailleurs depuis une vingtaine d'années les arts du Tao, un ensemble de pratiques taoïstes de bien-être. Alors, Johan, revenons à la montagne du Tao. Pourquoi, Johan, avoir choisi de situer votre histoire dans le Shanghai des années 30, une période à la fois fascinante et effervescente, mais à la fois troublée puisque la ville va subir l'invasion et l'occupation de l'armée japonaise? Hmm. Il y a tout un ensemble de raisons qui ont fait que j'ai choisi cette période. Bon, d'abord, c'est un événement historique, je pense, qui est peu connu en Occident, pas tellement enseigné. Donc en 1937, effectivement, on a l'invasion japonaise à Shanghai. Ça me semblait bien de le mettre en arrière-plan de mon récit. Et puis, il y a des raisons scénaristiques, romanesques. On est dans une période troublée, donc ça favorise la rencontre plus rapide, plus pressée de personnages. Et puis, ça conduit à la séparation forcée des deux personnages principaux. Fanny, française, et puis Timing, qui est chinois. Donc ça dramatise en fait, hein, le récit. Et puis par ailleurs, je pense que dans l'imaginaire occidental, Shanghai, c'est vraiment cette période des années 20, des années 30, hein. C'est une période très riche culturellement, une ville internationale. Ça, c'est favorable de placer un récit à cette époque plutôt peut-être qu'aujourd'hui, en 2024, déjà. Le taoïsme, la culture traditionnelle est quand même plus répandue à cette époque, hein, dans les années 30 ou disons avant 1949, elle est encore beaucoup plus présente dans la société. Pour moi, c'était plus intéressant de choisir cette période. Mhm. C'est vrai que c'est une période intéressante de la ville et de la ville de Shanghai. Alors, dans sa quête de la compréhension du taoïsme, Fanny Cœur de Roy va partir à la rencontre d'une communauté taoïste en gravissant une montagne, la montagne du Tao, un lieu mystérieux et spirituel dans la région de Hangzhou. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler de ce voyage initiatique? Fanny, elle vient à la rencontre de la culture chinoise, et puis il se trouve qu'elle rencontre Timing, et donc ils vont aller effectivement sur cette montagne du Tao que j'ai imaginée, en m'inspirant quand même d'un témoignage d'un écrivain anglo-saxon, John Blofeld, qui a écrit un livre qui s'appelle Le taoïsme vivant. Et lui a voyagé en Chine dans les années 30 et a rencontré comme ça une communauté de taoïstes. Et ce que j'entends par taoïstes ici, ce ne sont pas des religieux,
mais simplement des gens qui pratiquent le Tao. Donc il décrit cette communauté, il y avait par exemple un ancien militaire, voilà, donc 4 ou 5 personnes qui vivent dans un lieu retiré pour pratiquer la voie, le Tao. Et dans mon récit, eh ben, Fanny, elle va comme ça à la rencontre d'une communauté de personnes et elle découvre différentes pratiques euh, qui proviennent toutes de cette culture immense, cette culture taoïste. Et ces pratiques, ben, ce sont des pratiques de bien-être, comme le Qigong, le Tai Chi Chuan, les arts martiaux. Ce sont des pratiques de médecine, bien sûr, hein. On a l'acupuncture, le massage, et puis aussi, on a l'intérêt pour la diététique. En fonction du lieu où on vit, en fait, on va choisir certains aliments en fonction de la saison, etc. Et aussi le feng shui, c'est-à-dire l'établissement des lieux d'habitation et aussi des lieux de sépulture, la calligraphie, la peinture, etc. Et en fait, toutes ces pratiques, elles sont liées par la recherche, on va dire, du souffle vital, de la vitalité de la vie. Donc, j'essaye en fait dans cet ouvrage de faire prendre conscience au lecteur des liens qui unissent toutes ces pratiques. Et Fanny, dans son initiation, eh bien, elle va comprendre en fait ces bases du Tao. Et puis, comme dans toute bonne initiation, en fait, elle va revenir avec ça dans sa vraie vie, hein, c'est-à-dire dans sa vraie vie même en France. C'est-à-dire qu'elle ne va pas rester simplement sur une montagne à pratiquer dans un espèce d'un rêve de vie, hein. Mais en fait, l'intérêt d'une initiation, c'est bien de rapporter quelque chose pour enrichir notre vie commune quotidienne, hein. Et donc voilà, Fanny, elle va revenir avec tout ça et puis être une actrice du développement de l'acupuncture en France à la fin des années 30. D'ailleurs, en rencontrant quelqu'un de célèbre sur laquelle elle s'appuie. Georges Soulier de Morand, effectivement, c'est un médecin, mais aussi un homme de lettres, bon, quelqu'un qui est un diplomate français et qui s'est beaucoup intéressé à l'acupuncture, qui a écrit sur le sujet et qui a, on va dire, vraiment développé l'acupuncture en France en formant plusieurs médecins à cette approche. Donc là, on est vraiment dans les années 30, hein. Et puis, par ailleurs, il était un peu la coqueluche parisienne à la fin des années 30. Il avait parmi ses clients Jean Cocteau, Colette, Kandinsky, etc. Voilà, donc voilà, il y a ces aspects initiatiques en fait, hein, sur le Tao. Et moi, j'avais imaginé, hein, cette communauté. Mais en fait, j'ai eu l'opportunité, quand j'écrivais ce livre, eh bien de voyager dans la région de Hangzhou, même un petit peu plus loin, la région de Taizhou. Et on trouve vraiment des communautés comme ça aujourd'hui, en 2024. Euh, il y a des maîtres bouddhistes ou taoïstes qui sont dans des temples, mais qui par ailleurs ont des petites maisons dans des villages environnants et il y a des laïcs qui viennent à leur rencontre, qui viennent séjourner dans ces montagnes. On a aussi des jeunes Chinois qui ouvrent des gîtes et qui vivent plus ou moins en communauté, mais en liaison souvent donc avec un enseignant taoïste ou bouddhiste, où on a des Chinois qui sont à la retraite et qui sont dans une recherche spirituelle et qui vont comme ça séjourner un petit peu dans la montagne, dans la campagne, quelque temps voilà, pour s'interroger un peu sur le sens de la vie. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui actuel en fait. Du coup, ça m'amène à vous poser la question suivante. Vous partagez le même nom, bizarrement, que Fanny Cœur de Roi, l'héroïne de la bande dessinée. Alors, Fanny, est-ce que c'est votre double? Jusqu'à quel point peut-on vous identifier à Fanny? Oui, alors c'est pas mon double parce que je suis un petit peu différent d'elle, mais simplement
commencé à écrire ce récit, je me suis inspiré de ma grand-mère, qui s'appelait donc Marie-Thérèse Cœur de Roi, et, et puis qui avait été infirmière bon, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ça m'a semblé intéressant comme modèle. J'appréciais beaucoup son humanité, son ouverture de cœur aux autres. Et puis, en écrivant l'ouvrage, j'ai finalement décidé de prendre un nom de plume, un nom d'artiste, pour lui rendre hommage. Pour rendre hommage, je dis à mon matrimoine, à la branche maternelle, en fait. Voilà. Donc, ma grand-mère et aussi sa mère s'appelait Cœur de Roi. C'était la même chose. Donc voilà, c'est un nom important pour moi, un symbolique. Maintenant, le personnage de Fanny est différent de moi, mais bien sûr, moi aussi, j'ai suivi une sorte d'initiation en passant 15 années en Chine, en faisant beaucoup de rencontres et en développant tout cet intérêt pour la culture traditionnelle chinoise. Mmh. Alors Fanny, lorsqu'elle arrive, dans le Shanghai des années 30, elle est accueillie par un ami de son père, Hugues de Rochefort, un personnage qui incarne tout de même une certaine vision de l'époque coloniale des concessions. Pourquoi, avoir choisi de créer ce personnage avec cette image? Alors, ouais, alors, Hugues de Rochefort, effectivement, bon, est un personnage un petit peu, peut-être caricatural par certains côtés, disons un peu raciste, qui se sent un peu supérieur vis-à-vis des Chinois, etc. Euh, il faut voir que le récit, il est raconté par Fanny. Ce sont ses souvenirs. Donc c'est elle, en quelque sorte, qui va avoir des souvenirs un petit peu désagréables de cette personne qu'elle a croisée dans sa vie. Et puis, bah, disons que quand on va à la rencontre d'une autre culture, on peut avoir deux postures essentiellement. Il y a la posture de Fanny, qui est une posture d'ouverture, de curiosité, d'expérience. Et puis on peut avoir une posture, eh ben, on va dire, plus négative, plus réactionnaire, en fait, où on va se sentir un petit peu mis en danger par cette culture autre qu'on rencontre. Eh bien, c'est quelque chose que j'ai aussi connu lors de mon séjour en Chine. Malheureusement, j'ai rencontré aussi des expatriés qui développaient un certain regard un peu hautain sur la façon de vivre chinoise. Voilà, donc je voulais montrer ça. Euh, et puis par ailleurs, bon, ça permet au niveau de la narration aussi bah, de varier les points de vue. Il y a des discussions, hein, Hugues a des points de vue différents de ceux de Fanny. Mais je crois qu'au fond, le personnage qui apparaît comme désagréable, moi je le trouve un peu touchant aussi. C'est-à-dire que quand on regarde bien l'histoire, en fait, c'est un personnage qui est un petit peu coincé, en fait, dans des schémas un peu anciens, un peu paternalistes, un peu masculinistes, si on veut. Et il rencontre cette jeune femme, Fanny, qui, elle, est beaucoup plus émancipée, moderne, ouverte. Et en fait, il est un peu décontenancé par cette rencontre. Et je crois qu'il aimerait vraiment la rencontrer. Mais finalement, il n'y arrive pas. Il reste un peu coincé dans cette posture d'homme. Et alors que notre personnage chinois, lui, est beaucoup plus souple, en fait, hein, dans la rencontre. Et finalement, voilà, ça bloque, hein, ça bloque avec Hugues. Mais voilà, je crois que c'est un personnage finalement qui est juste un petit peu coincé dans ses schémas. Alors, Johan, comment le taoïsme est-il perçu aujourd'hui en Chine? À la fois, par les Chinois, mais aussi par les Occidentaux qui s'y intéressent tout de même. Hmm. En ce qui concerne les Occidentaux, il est évident qu'il y a un attrait très fort
aujourd'hui pour la Chine, qui est due à sa vitalité économique. Et par ailleurs, toute l'image qu'on a de ce pays, sa réputation, sa bonne réputation, elle nous vient de cette culture traditionnelle chinoise. On peut dire que cette culture du Tao, elle s'est complètement déployée dans le monde entier. Il y a un arbre originel qui a bien poussé en Chine, mais il y a des fruits et des arbres qui ont poussé par la suite dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Et on trouve aujourd'hui aussi bien des Européens que des Américains, que des Australiens, qui vont pratiquer le Qigong, le Tai Chi Chuan, qui vont s'intéresser aux pratiques de bien-être, qui vont vraiment intégrer ça dans leur quotidien. On trouve des gens aussi qui vont aller voir des acupuncteurs, qui vont pratiquer la calligraphie ou être touchés par la beauté tranquille des peintures chinoises. Donc vraiment, il y a une grande réussite de cette culture du Tao. Je la pense universelle, dans le sens où elle est, finalement très pratique, très, liée à des activités qu'on peut faire et qu'on peut relier au quotidien. Cette culture, elle nous touche, elle est aujourd'hui très vivante. Je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle et on trouve aussi des occidentaux, bien sûr, qui vont vraiment venir en Chine pour continuer à se former et qui reviennent ensuite dans leur pays avec ce bagage culturel, comme l'a fait Fanny, qui revient, à Paris à la fin des années 30 et qui développe l'acupuncture. C'est vraiment, je pense, ce qu'il faut faire. C'est ça qui est intéressant quand on rencontre une autre culture, c'est de voir où est sa valeur, qu'est-ce qu'il y a, quel est le trésor à prendre, qu'est-ce qu'on peut ramener chez nous, qu'est-ce qui pourrait enrichir notre culture française ici en l'occurrence, de façon harmonieuse, comment mêler les deux choses. Voilà, donc Fanny l'a fait, je pense qu'il y a beaucoup d'autres occidentaux qui le font aujourd'hui et qui vont continuer à le faire. Alors par les Chinois, ben, je vous disais que ce que j'avais constaté récemment, c'est qu'il y avait un regain d'intérêt en fait, hein, je pense, pour cette culture traditionnelle. On a des jeunes Chinois ou des Chinois plus âgés qui cherchent en fait un sens à la vie autre que, on va dire, la vie matérielle, hein, un intérêt spirituel. Et euh, il y a le taoïsme religieux, bon, qui est un taoïsme tout à fait officiel, évidemment, hein, reconnu par l'État et soutenu par l'État d'ailleurs. Euh, mais après, ce que j'entends par taoïsme, ou plutôt la culture du Tao, pour sortir de l'aspect uniquement religieux ou philosophique, et ben c'est cet arrière-plan culturel qui est toujours là en Chine, hein, c'est-à-dire dans l'organisation de la vie, dans le fait que les Chinois vivent quand même beaucoup en fonction du rythme naturel de la journée, des saisons, qu'il y a des aspects du taoïsme, un certain, comment dire, une certaine adaptation au fur et à mesure de l'évolution des choses, qui font que quand on se lance dans des projets en Chine, on peut être surpris par le déroulé, hein, des choses, mais finalement, on y arrive, hein, tout retombe sur ses pieds. Mais on peut être un peu décontenancé, parce que dans notre culture occidentale, on va plutôt avoir tendance à tout bien programmer. Là, les choses se font en quelque sorte un peu naturellement, hein, donc voilà, il y a cet arrière-plan culturel important, puis on le trouve par ailleurs bah, dans la vie quotidienne, dans la nourriture,
dans des pratiques de bien-être, que ce soit de la gymnastique, des massages. Il y a quand même beaucoup de Chinois en fait qui vont aller vers ces pratiques-là. Est-ce que, Johan, vous avez d'autres projets de bande dessinée en préparation? Et d'abord, porterait-il encore sur l'Asie, ou alors vous allez explorer un champ que vous ne connaissez un peu moins? Actuellement, je travaille sur une bande dessinée qui se passe en Grèce antique, donc là, on est dans quelque chose de différent, mais cependant, il y a des liens puisque il sera question d'une jeune femme aussi dans une quête initiatique. En ce qui concerne la Chine, j'ai des projets, mais c'est pas encore très clair. Mais j'aimerais tout de même parler de la Chine actuelle. Voilà, donc j'ai une idée de récit, je suis en train discuter avec un dessinateur chinois. Euh, voilà. Alors, je précise parce que je ne pense pas l'avoir dit au début que vous habitez Angoulême, hein, Johan, hein, donc vous êtes dans la ville de prédilection de la bande dessinée. Beaucoup de liens avec la bande dessinée, et donc j'ai choisi de vivre dans cette ville où il y a par ailleurs beaucoup d'auteurs, dont des auteurs chinois qui sont installés Ah. ici. Alors, est-ce qu'on va pouvoir se procurer votre bande dessinée à Shanghai pour tous nos auditeurs qui sont là-bas? Alors, à ma connaissance, il est possible de le commander à l'Arbre du Voyageur à Pékin. Et par ailleurs, vous avez aussi la possibilité d'acquérir ce livre sous forme numérique. Sur les e-books, ça c'est intéressant. En plus, ça pèse moins lourd dans les bagages. Bien, bah, Johan, merci beaucoup d'avoir participé à cet échange, de ce podcast. Alors, pour nos auditeurs, si vous avez envie de vous plonger dans une aventure qui mêle l'histoire, la découverte de soi, la montagne du Tao est une lecture incontournable. Notamment, en nous approchant des fêtes de Noël, ça peut être une belle occasion de découvrir le taoïsme. Les illustrations, j'ai trouvé, réalisées par Lorenzo Chiavini, sont magnifiques, de douceur, de quiétude. Ouais, tout à fait. Elles invitent au repos, à la détente. Petit plus, Johan, sur votre chaîne YouTube, vous nous invitez à découvrir des arts, des exercices d'art, des souffles, et vous nous guidez dans la pratique des arts et des souffles. Le lien vers votre chaîne sera dans la transcription de ce podcast. Merci Johan. Avant de vous laisser, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter? Merci Michel. Effectivement, donc j'habite à Angoulême où j'ai eu le plaisir de retrouver Lorenzo Chiavini puisqu'on a commencé à travailler à distance. Mais maintenant, Lorenzo aussi est un dessinateur italien mais qui habite à Angoulême. Donc on est dans la même ville. Et puis j'enseigne les arts du Tao depuis maintenant une vingtaine d'années. C'est une pratique que voilà, qui accompagne ma vie. J'ai continué à le faire aussi quand j'étais en Chine, à Shanghai. Et aujourd'hui, donc, j'ai ouvert un cours à Angoulême. Et effectivement, sur ma chaîne YouTube, je commente certains exercices dont je parle dans le livre La montagne du Tao. En vidéo, je montre certaines pratiques. Donc, j'invite les auditeurs à bouger un petit peu de façon agréable, j'espère, en regardant ces vidéos. Merci à tous et puis à très bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir à tous. Au revoir. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec le podcast Histoire de Chine. N'hésitez pas à nous soutenir d'un like sur votre plateforme de podcast de prédilection. Retrouvez la Société d'Histoire sur son site internet histoire-chine.fr. À bientôt sur Histoire de Chine.